Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes très nombreux. Vous avez demandé ces grands plateaux. Après les passages de Marie-Josée Ifoku, Alain Bouloudjoa, les sénateurs Idrissa et Roger Baka, vous avez voulu à ce que nous puissions faire ces grands plateaux pour décrypter les grandes lignes d'actualité. Vous m'avez exigé, je précise bien, d'inviter une fois de plus honorable Francis Chibalabala, élu de Tchangou. Il est de l'UDPS, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il est ici avec nous. Honorable, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, à côté de vous, nous avons Maître Évariste Kalala, secrétaire national chargé des questions juridiques de l'UDPS à Tshisekedi, parti au pouvoir. Une fois de plus, Maître, soyez le bienvenu. Merci. Et de l'autre côté, nous avons la présence du professeur Bob Bolaboué. Il est président national RPDR. Il est également vice-président de la plateforme Lamouka, qui est conduit présentement par le président Martin Fayoulou. Président Bob Bolaboué, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et nous avons l'honneur de recevoir honorable Mike Mukeba, les chouchous de l'opinion du public des Congolais. Il est ici avec nous, député provincial honoraire, cadre de l'Ensemble pour la République, parti cher au président Moïse Katumbi. Honorable, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Voilà, avec vous, il y a une thématique qui fait couler beaucoup d'encre et salive autour de la médiation angolaise, les dialogues inclusifs du Luanda. Va-t-il résoudre le vrai problème qui alimente la crise en République démocratique du Congo? Ça fait plus de 30 ans. Il y a ceux qui pensent qu'il faut inclure le M23, malgré les régimes de Kinshasa les considèrent comme les assassins, des criminels. Mais le prélat, l'Église catholique, la CENCO, les CC et tant d'autres voix importantes de la nation estiment qu'il n'y aura pas la paix sans le M23. Est-ce que Lorenzo a compris ou c'est les jets de la communauté internationale? Face à toutes ces questions, je préfère ouvrir la question avec l'opposition. C'est quand même important parce que c'est l'opposition qui veut que Tshisekedi démissionne. Il semble qu'il ne dirige pas bien. J'ouvre la question avec honorable Mike Mukeba. Et d'entrée des jeux, honorable Mike, ça fait plus de 6 ans. Pensez-vous que les décisions prises par les régimes Tshisekedi, c'est ces décisions qui nous ont amenés dans cette crise que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Naturellement, c'est la gouvernance de M. Félix Tshisekedi qui nous a amené à cette crise. C'est une gouvernance fondée profondément, je dirais, sur la division des Congolais. Je vous donnerai un exemple le plus simple. Et pour le donner, je me sens un peu embarrassé, malsain, mais c'est mon propre exemple. J'étais jusqu'à fin 2023 député provincial de Kinshasa et j'ai fait l'objet de poursuites, mais vous savez dans quelles conditions j'ai été pris. J'ai été pris un dimanche à 18h30 par des individus non autrement identifiés. C'est cela le propre de ce régime. Un député connu de Kinshasa est pris un dimanche à 18h30. C'est cela qui amène à la crise. De non-respect de ce qui a été convenu, des principes, de tout ce qui découle du pacte républicain de Sun City. Je suis pris tabassé copieusement, cagoulé. Un député, voilà le sort qu'on réserve à un député sous les règnes de Félix Tshisekedi. Et ces gens d'actes... À l'époque, vous étiez J'étais député, j'ai été arrêté en mars, en mai 2020, au mois de mai 2023. Je suis député. Même alors que je ne serais pas député, est-ce que c'est ça le soir réservé à un Congolais? Admettons que mes propos aient offensé celui-ci ou celui-là et que je devais comparaître.
n'y avait-il pas de voie légale par lesquelles il fallait me faire passer? On devait me prendre comme ça, là, comme un malfrat, chez moi, devant chez moi, laisser mes enfants traumatisés. Voilà les actes qui ont conduit à cette crise. Et des actes comme ça ont été accumulés un peu partout et dans tous les secteurs de la vie nationale. Aujourd'hui, les gens veulent penser que l'armée pourrait créer un miracle et inverser les rapports de force sur le terrain. Mais quel est le seul secteur de la vie nationale qui marche que pour que vous pensiez que votre armée, notre armée, peut inverser le rapport de force? Tout est en moule. Tout est par terre. Tout. Je crois que ce ne serait pas secret défense si j'ai dit que le militaire congolais touche 246 000 francs congolais. Et vous attendez quelle motivation de quelqu'un qui est si sous-payé? 246 000 francs congolais. Et quand il quitte le front, on a même ajouté. Non, ça c'est à vous de préciser. Quand il est blessé au front et qu'il se retrouve mutilé, il est classé dans la catégorie inapte et sa solde se retrouve divisée par 2. On n'a plus droit qu'à 123 000 francs congolais. Merci. Alors, ce sont tous ces actes. Moi, Moukébaï, je suis capable de me dépasser. Moi, je n'ai pas la rancune, la rancœur dure, mais à d'autres Congolais, face à ces frustrations, ils trouvent des réponses lesquelles ce sont des solutions extrêmes. Je regrette infiniment, je ne justifie pas l'attitude des uns des autres, mais je crois que certains Congolais ont été poussés par les régimes à adopter des solutions extrêmes. Merci. Alors, honorable Francis Tshibala, député national, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale, à l'époque, comme Keba était député provincial, est-ce vrai que ceux qui sont au front aujourd'hui, c'est que le régime qualifie comme des assassins, des criminels? Ils sont là parce que les régimes avaient pris des mauvaises décisions, ils se sont sentis frustrés sur ces... Ils ont embrassé cette voie. Bon, je voudrais d'abord vous remettre en perspective dans la mesure où la M23 n'a pas commencé avec Tshisekedi. Okay. Tshisekedi a hérité justement cette situation volatile dans la partie est de la RDC. Donc on ne peut pas aujourd'hui justifier justement... il est certes vrai qu'il y a certainement des brebis galeuses au sein de notre gouvernement qui sont de notre régime, qui posent des actes incontrôlés, des actes qui frustreraient certaines personnes. Mais ce n'est pas une carte blanche qu'on donnerait à ces gens d'aller prendre des mesures ou des décisions extrêmes, aller prendre les armes pour tuer les Congolais. Rien ne peut justifier cela. Nous avons opté pour la démocratie, ce qui veut par extension dire, si vous voulez accéder justement à la magistrature suprême, vous devez passer naturellement par les élections. Donc notre constitution n'autorise pas cela. Vous comprenez? Donc ils sont les grands chantres du respect de la constitution. Je crois que tous nos arguments devraient, bien entendu, avoir pour soubassement les textes de loi qui nous régissent. Les ventres enflammés, la pointe d'oreille, quand vous maltraitez les gens, ça peut pousser à ces gens de se défendre, d'utiliser l'article 64 de la Constitution. S'il vous plaît. L'IDPS, c'est le parti qui a subi des sévices dans ces pays. Un parti martyrisé, un parti qui a vu ses militants être torturés, être tués, être brûlés vifs. Vous comprenez? Ce n'est pas pour autant nous sommes allés prendre les armes. Nous avons, je répète, la RDC, nous avons opté pour un régime. Et nous avons opté pour la démocratie. Donc, la démocratie, ça veut dire que si vous êtes contre la gouvernance actuelle, préparez-vous pour les futures élections. Restons quand même républicains. Nous vantons d'être respectueux des textes, d'être républicains, etc. Mais je crois que le président Tshisekedi est en son deuxième mandat, certainement les derniers. Vous comprenez? Si vous voulez changer la donne, changer les choses, amener une gouvernance qui soit potable, préparez-vous pour les élections futures. Je crois que c'est un conseil que je donnerai à l'opposition, plutôt que de procéder par de moyens rétors, de moyens qui causent désolation, mandant. Vous avez suivi
pratiquement la boucherie qui s'est passée à Goma, à Bukavu, etc. Des traitements dégradants, inhumains que nos compatriotes sont en train de subir. Justifier ça ou légitimer un acte ignoble comme celui-là, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à qualifier justement tel comportement. Merci honorable Francis Chibalabala, élu de Tchangou, député national. Président Bobo Laboué, professeur Bobo Laboué, vous êtes vice-président de la plateforme Lamuka. Avant d'aller plus loin, mais j'aimerais que vous puissiez donner votre avis. Est-ce que la crise existe d'abord? Parce qu'il y a ceux qui pensent qu'il n'y a pas la crise, il y a juste des fistrés. D'accord. Merci pour la question. D'abord, avant de répondre, je voudrais rejoindre mon ami qui parle des élections, tout cela. Au nom du républicain, si vous voulez accéder au pouvoir, il faut aller aux élections. Il oublie de dire aller aux élections transparentes, crédibles. Parce que s'il s'arrête seulement aux élections, ça ne suffit pas. Ce qu'on a vécu dans ce pays, ce n'est pas les élections. Que ce soit en 2011, 2018, surtout 2018. Et en 2024, on a connu un simulacre d'élection. C'est ce que lui appelle élection, je suis vraiment désolé. Dans le présent, il y a plus de 70 quelques pourcents, vous pensez que c'était 73? Non, mais je veux dire que ça, c'est... Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle élection? Il y a des critères. Lorsque, par exemple, on vous dit que les élections doivent se passer pendant une journée, vous faites des élections pendant 7 jours. Lorsqu'on vous dit que le machine à voter, c'est dans le bureau, on les trouve dans les maisons de certaines personnes. Mais tout devient corrompu, tout simplement. Donc on ne peut pas parler d'élections que tout le monde a vécu. C'était un simulacre d'élection, c'est des élections ça. Lorsqu'on arrive à obtenir 74, 480 députés, mais c'est la soviétique. Non, il ne faut pas, comment dirais-je, qu'on parle d'élection, c'est ce qui s'est passé. Ce fut un simulacre d'élection. Maintenant, je reviens sur la crise. Mais vous savez, il y a une année passée, Lamuka avec le président Fayoulou, on dit que voilà, il y a une crise dans ce pays. Il faudrait qu'on se mette autour d'une table. Dans nos sociétés, lorsqu'il y a problème, le chef du village, il appelle les notables autour d'une table pour trouver des voies et moyens pour régler la situation. Fayoulou a lancé l'idée. Il a dit que voilà, nous devons aller vers la cohésion nationale. Mais on va commencer par se dire de vérité, on va se réconcilier, et après, on ira vers la cohésion. Parce qu'un pays divisé contre lui-même ne peut gagner aucune guerre. Il faudrait déjà à l'interne qu'on soit unis, comme ça on pourra faire face à l'agresseur. On a dit que voilà, il faut chercher du travail. Il cherche du travail et tout ça, il n'y avait pas de crise. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'effectivement il y a crise. Pourquoi il y a crise, Dolphin? Notre pays a une superficie de 2 345 000 km². Aujourd'hui, tu peux me dire combien nous avons comme superficie? Puisque le Nord Kivu, le Sud Kivu, une très bonne partie du territoire est entre mains justement des occupants. Ce n'est pas une crise, ça? Oui, nous sommes en pleine crise. Alors, c'est là où le prêtre, les évêques ont compris. Ils ont quelque part repris l'idée de Fayoulou pour dire que tant qu'il n'y aura pas, tant que les Congolais ne se mettront pas autour d'une table pour discuter, trouver des solutions, cette crise n'est pas, la solution n'est pas seulement militaire. La solution est avant tout politique. On doit se mettre autour d'une table, chacun va dire sa vérité, et par rapport à cette vérité-là, ça va nous permettre d'aller vers une sorte de cohésion sur le plan interne. Là, alors, on pourra faire face à l'agression. Donc, la crise est bel et bien là. La crise est là et elle est multidimensionnelle. Merci. Et le politique, sécuritaire, social, vraiment tout. Merci, prof. Bob Boulaboué, vice-président de la plateforme Lamuka. Alors, maître Évariste Kanala, j'ai précisé que vous êtes secrétaire national chargé de questions juridiques de l'UDPS. Tu sais qui dit, le président a-t-il compris l'appel de Martin Fayoulou, du président Martin Fayoulou, en retard pour faire appel à l'union nationale autour de lui face à cette crise? Est-ce que si le président avait fait ça avant, on n'allait pas éviter tous ces désordres?
Merci pour la question. Mais je vais, avant d'en arriver là, voilà, exactement. J'aimerais commencer par l'honorable Mike Moukeba. Je suis vraiment navré pour ce qu'il a vécu. Mais résumer la crise actuelle à ce que lui, il a vécu, je pense que c'est ne pas aborder la question dans le bon angle. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, parce que c'est moi qui je m'occupe au fait du standard des droits humains au sein de la République, pour l'UDPS bien sûr. Je pense que l'honorable ne nous a pas dit qu'il n'a pas commis d'infraction. Il regrette la procédure qui lui a été appliquée. Et bon, là, ça reste encore à vérifier parce que s'il y a flagrance, il y a un type de procédure particulier. Je ne vais pas m'attarder là, mais je vais préciser que ce n'est pas ça la cause du problème. Je vais joindre ça à l'analyse du professeur. Voilà. Ici, on a des rapports des experts des Nations Unies qui font état de la présence de militaires rwandais. Et eux, ils veulent nous dire que l'essentiel de la crise a des causes internes. Mais soyons sérieux. Non, mauvais traitement. Je pense que s'il y a quelque chose qui s'est passé à l'interne, c'est le ralliement de Congolais de mauvaise qualité, justement, à cette entreprise malveillante du Rwanda. Ce n'est pas, s'il vous plaît, ce n'est pas le système Tshisekedi qui parle du Rwanda. C'est des rapports documentés des experts des Nations Unies. Il faut d'abord qu'on se mette d'accord là-dessus. Parce que sinon, on ne va pas avancer. La nature de la crise, c'est une crise régionale ou sous-régionale, si vous voulez, ce qui ne date pas d'aujourd'hui, comme l'a dit l'honorable Francis Chibalabala, c'est une situation que nous traînons depuis près de 30 ans. Et il n'y a que les Congolais qui veulent ramener ça à l'insatisfaction qu'ils ont sur le plan politique ou, je ne sais pas, socio-économique. Non, c'est une crise sécuritaire, mais qui ne date pas de l'époque Tshisekedi. Ça, c'est premièrement. En parlant de la qualité des élections, j'aimerais préciser au professeur Bob que c'est à peu près le 4e ou le 5e cycle électoral que connaît la République démocratique du Congo, et que, en parlant de standards d'élection, il se réfère aux grandes démocraties, comme on les appelle. Ils en sont à leur 30e cycle. Est-ce que, scientifique de son état, je suppose qu'il lit l'histoire, ils sont passés par quoi? Dans leur optique, comme il y a une mauvaise qualité des élections, entre guillemets, c'est censé dire, il faut remplacer les élections par quoi? Par des rébellions. Moi, je pense que nous, on a été dans l'opposition à un moment, on a fait ce travail-là, on a milité, on a fait des marches, on a perdu des amis pour justement gagner en qualité des élections auxquelles les Congolais devront participer. Moi, je pense qu'on est ici en tant que République, on se visualise en tant que République depuis à peu près une 60aine d'années. C'est déjà bien. Mais la France, par exemple, ça fait près de 1000 ans. À peu près un siècle qu'ils se visualisent comme société, comme République, comme citoyens appartenant à la République française. Et je pense que, sans dire que tout est fait correctement, je pense qu'on doit avoir un dénominateur commun lorsqu'on est congolais. Merci. Il y a des choses sur lesquelles on doit être d'accord. Et ensuite, on n'est pas obligé de voir tout le reste de la même manière. Mais la première chose sur laquelle on doit être d'accord, les rébellions, les mouvements armés et tout ça, ce n'est pas un mode d'accession au pouvoir en République démocratique du Congo. Alors, merci Maître Évariste Kalala. Honorable Mike Moukeba, s'il y a les arriérés, vous pouvez le payer. Face à cette situation malveillante, indigeste, est-ce les dialogues seraient la meilleure voie pour qu'on ait une paix durable à l'Est? Dialogue interne, d'abord, avec ceux qui sont là avant d'aller
J'aimerais rencontrer mes contradicteurs sur une ou deux choses. Pas de problème. Ces élections se sont passées, j'étais en prison, mais les images que j'ai vues n'ont rien à voir avec des élections. C'est une loterie électorale avec vote à domicile. C'est gênant. J'ai de la nausée. Et quand des intellectuels de votre temple s'asseyent sur un plateau pour défendre ce qui s'est passé le 20 décembre, je manque le moment où je suis gêné. Vous aurez dû demander pardon à la République, ce que l'UDPS a offert en 2023. Simplement demander en toute humilité pardon. J'ai l'occasion depuis de parler de cette question en face du parti présidentiel. Prenez le courage de demander pardon. Vous parlez de l'amélioration avec les temps. Mais nous avons régressé en 2023. On a fait 7 jours. Je ne prends que cet exemple. 7 jours. Pour des élections qui par le passé duraient 24 heures, 48 heures. Je crois que Moulounda, une fois aussi, a glissé, est allé à peu près à 3 jours. Mais vous êtes allé à 7 jours. Et on ne savait même plus si le processus continue ou pas. On se réveille matin, on voyait des images dans les réseaux sociaux de gens transportant des machines vers tel endroit. On ne savait plus si c'était fini ou pas. Prenez le courage de demander pardon au peuple congolais, s'il vous plaît. Vous êtes un parti porteur d'espoir, qui a un passé, parti historique. Prenez ce courage, arrêtez de justifier ce qui s'est passé. Arrêtez, s'il vous plaît. Mon honorable Mike, un peu partout dans le monde, les contestations je vous donne, non, attendez. Ça, il n'y a pas eu les élections parfaites. Même aux États-Unis, il semble que... Attendez, c'est très grave. Trump avait... Attendez. Et puis, quand vous voulez améliorer chez vous, n'ayez pas tendance toujours à comparer à là où ça ne marche pas. Ok. Parce que quand vous vous améliorez en tenant compte de l'idéal, de l'aspiration d'un peuple. Les changements que nous recherchons, ce n'est pas à comparer avec les Burkinabés. Okay. Non, c'est aller vers l'élévation, répondre aux aspirations des Congolais. C'est cela les changements. Alors je vais leur donner un autre exemple, en dehors du délai, je leur donne un autre. Comment, pour crédibiliser ces élections, alors qu'ils savaient que la communauté internationale n'en voulait pas du tout, comment il s'appelle, Denis Kadima a sanctionné une 80aine de candidats d'Ongobila. Et par la suite, il a été incapable d'apporter la preuve de la compromission de ces gens-là devant le parquet général pour la Cour de cassation. Jusqu'à ce jour. Ces gens-là ont été réhabilités tous. Donc, il fallait poser ces actes-là juste pour tromper la communauté internationale, montrer que nous avons rectifié les tirs. Non, s'il vous plaît, demandez pardon au peuple congolais. Il n'y a pas à se justifier. S'il vous plaît. Les dialogues. Il n'y a pas à se justifier. Non, je termine d'abord ces recadраges-là. J'ai entendu dire une certaine minimisation, ce qui m'est arrivé, moi. Je vous ai dit que j'étais gêné de parler de moi. Je trouve que c'est malsain, mais puisqu'on y est, allons-y. J'ai entendu Francis Chibalabala, l'honorable, dire que bon, c'est des actes isolés. Non, ce n'est pas des actes isolés. Depuis que l'UDPS est là, la République est gérée hors légalité. Je peux vous donner tout un exemple et ça va vous faire tomber à la renverse dans votre fauteuil. Il y a 3 semaines, un jugement a été prononcé qui acquitte Maïka Senga et condamne François Obota à 3 ans de prison. Dans les 48 heures, Maïka Senga a quitté la prison. Aujourd'hui, Obota est en prison. Ça fait 3 semaines. Les mêmes jugements. Vous êtes là? Vous pouvez me répondre? Vous gérez la République hors légalité. Hors légalité. C'est cela le grand problème. C'est un parti des... Jakindala a été envoyé... L'état de droit. Jakila a été envoyé en prison alors que le tribunal n'avait pas encore prononcé les jugements. Juste les réquisitoires du ministère public et il a été demandé de le mettre en détention préventive. Donc il a appris sa condamnation alors déjà en détention. Mais en voilà un autre qui court librement. Ça fait 3 semaines. C'est cela le grand problème. Et alors, quand vous parlez de contestation démocratique, je suis d'accord avec vous. Mais pour que cette contestation fonctionne normalement, revenez dans la légalité. Vous êtes en dehors, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. L'UDPS est en dehors de l'égalité. Sans parler des groupes que vous laissez ici à Kinshasa, qu'on appelle Fort du Progrès, qui agressent, attaquent, tuent même. Et vous savez vous-même, ça a fait tellement du bruit que par moment, vous avez dû vous-même les sanctionner, les amener devant la justice. Alors ces questions-là qui doivent nous mettre d'accord, c'est justement ça. La gestion dans la légalité. C'est justement cela qui doit nous mettre. Et puis, il ne faut pas dire
que Félix Tshisekedi a hérité du M23. Ah non, la question M23 avait été réglée en 2013. Le M23 avait été battu militairement. C'est vrai ça? Est-ce que c'était pas un semblant de paix? Non, attendez. Le M23 était hors territoire congolais. Au Rwanda et en grande partie en Ouganda. Quand Félix Tshisekedi arrive, mais le chef de l'État a reconnu lui-même ici que sa première année de gouvernance, une délégation du M23 est venue ici. Donc c'était des interlocuteurs à lui qui étaient venus discuter, même si par ailleurs il rejette la responsabilité, ce qui est étonnant pour une question aussi sensible que les chefs d'État rejettent la responsabilité sur son ministre de l'Intérieur. C'est quand même très grave ça. Mais ils sont venus comme interlocuteurs, pas comme groupe armé. Donc on avait déjà franchi un cap. Ils étaient devenus des interlocuteurs pour un accord de paix pour le réintégrer au Congo. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est votre propre président qui l'a dit. Votre président aussi. Non. Alors, vous parlez de la question... Si dialogue. Est-ce les dialogues internes? Je l'ai déjà dit. Peut nous donner les outils. Je l'ai déjà dit. Pour aller affronter... Je l'ai déjà dit. Il n'y a pas à penser que le dialogue résoudra. Il n'y a pas à penser que Moukeba il favorise le dialogue ou encore qu'il est anti-dialogue. Je l'ai dit, les dialogues s'imposent. Une crise est là et il n'y a que les dialogues pour régler cette crise-là. Nous n'avions que deux options. Donc c'est la voie absolue. Nous n'avions que deux options. Ou le règlement par la voie militaire. Nous avons démontré des limites de notre côté. Il faut l'avouer. Il y a deux choses que je ne peux pas dire, compte tenu de leur sensibilité sur ce plateau en ce moment-là. C'est des questions liées à l'armée. Mais c'est évident que nous avons montré des limites sur ce côté-là. Il ne reste qu'une seule voie, la voie du dialogue. Quant à savoir si ce dialogue va résoudre la crise, si oui, au moins il va amener à la paix. Mais ce n'est pas à dire qu'une fois que nous aurons dialogué, que tout sera réglé et que nous serons dans le meilleur des mondes. Parce que si ceux qui demain accéderont au pouvoir reproduisent un comportement comme celui de l'UDPS, nous connaîtrons encore des crises et nous aurons encore besoin de dialogue. C'est comme ça que je suis étonné que des gens disent que dialogue, mais c'est le 40e dialogue congolais. Non, les dialogues là, il n'a des raisons d'être que suite aux actes des gouvernances posées par ceux qui sont en responsabilité. C'est eux qui ont créé les conditions pour rendre le dialogue incontournable. Merci. Alors, honorable Francis Tibalabala, IDPS, le régime Tshisekedi, êtes-vous prêt pour un dialogue inclusif, sincère? D'abord, je voudrais mettre l'honorable Maître Moukeba en contexte. Okay. Je pense que c'est... J'ai eu l'impression d'avoir en face de moi un porte-parole du M23. Ok. L'impression. J'ai eu l'impression. Okay. Je considère que c'est un contresens historique. Lorsqu'il reconnaît, lui, que le M23 a été défait et que le M23 n'existe pas, je crois que c'est paradoxal parce que... N'existait plus, ok. C'est vraiment paradoxal. Personnellement, je me dis, après plus loin dans sa digression, il a soutenu qu'une délégation du M23 a été reçue par les présidents. Pas reçue, a été invitée. Gilbert Kankonde, politique. A été reçue à Kinshasa. Okay. Sous quelle casquette? C'est à lui de nous donner la réponse. Vous savez, pour mieux aborder la situation de l'Est, il faut contextualiser cela. Okay. Il faut rétablir la stricte vérité des choses. Sinon, nous allons nous perdre en conjecture. Ça, c'est une réalité. Okay. Les problèmes ici, la RDC est agressée. En réalité, je commence d'abord par la situation à l'interne. En réalité, il n'y a pas de crise à l'interne. Généralement, les crises adviennent lorsque, au lendemain des élections chaotiques, lesquelles élections auraient frustré certains candidats qui étaient en lice. Est-ce que c'était pas le cas? Lors des élections, s'il vous plaît, lors des élections de 2023, je n'ai pas vu un seul candidat aller saisir les instances judiciaires pour que la décision de la CENI soit battue en brèche. Pas un seul. Nous avons
vécu les élections. L'honorable Mike étant en prison, j'étais des cœurs avec lui naturellement parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est fut un ancien collègue. Nous avons vécu ces élections. En dehors de certains ratés, les élections étaient bien organisées quand même. Vous n'allez pas aujourd'hui remettre en question tout ce qui a été fait. Les 74% obtenus par les chefs de l'État, c'était un triomphe. On a vu à travers la population comment elle voulait non seulement consolider les acquis, mais aussi renouveler sa confiance globalement au chef de l'État. Donc, je reviens à la situation que la RDC connaît dans sa partie Est. Nous sommes agressés tout simplement. Les M23, c'est un mouvement en apparence constitué des Congolais, mais en réalité, ce sont des patriotes des papiers. En réalité, ce sont des gens qui, au lieu de servir les intérêts du Congo, ils sont à la solde de M. Kagame. La seule crise qu'il y a, c'est l'agression dont nous sommes victimes. Donc la crise interne n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok. Juste une parenthèse. Les professeurs a relevé le fait que le président Fayoulou aurait proposé, etc. Mais je crois qu'il est un secret pour personne. Le président Tshisekedi, depuis son premier mandat jusqu'au second, il a toujours eu une main tendue à l'opposition, excusez-moi. Vous comprenez? Au sein du gouvernement actuel, comme du gouvernement lors de son premier mandat, il y avait le membre de l'opposition, et non le moindre, qui faisait partie de l'équipe gouvernementale. Donc ce n'est pas une invention de la MOUCA à travers son président. Donc le président a toujours été flexible. Il a toujours été à l'écoute de tous les compatriotes. Donc je reviens par rapport à ce que... Les dialogues. Donc la situation que nous traversons, il est clairement établi à travers tous les rapports, à travers même les résolutions, la récente résolution des Nations Unies. Il y a même des condamnations, vous comprenez, que c'est le Rwanda, avec son bras séculier, qui sont en train de s'aimer la désolation dans la partie est de notre pays. Vous savez, moi personnellement, je disais déjà que les dialogues organisés que l'ancienne co est en train d'organiser, que c'était perdu d'avance, qu'ils allaient suer l'échec cuisant, parce que je me disais, lorsque nous mettons sur la balance les velléités expansionnisme de M. Kagame, qui agit un peu comme Hitler vers les années 1939, lorsqu'il voulait, il est allé en Tchécoslovaquie, vous comprenez. Au-delà des velléités expansionnistes, Kagame profite de cette situation-là pour faire même pas sur nos richesses. Mais non, face à de telles intentions, vous pensez avoir juste la parole pour faire changer une telle personne d'avis. Je crois que c'est vraiment rêvé. C'est vraiment rêvé. Donc, mais quand l'honorable Mike dit, vous n'avez que deux options, soit l'option militaire, soit se plier au dialogue. Je vous ai posé la question, êtes-vous d'accord pour un dialogue inclusif pour qu'on ait une paix durable? Depuis toujours donné son accord de principe par rapport au dialogue. Inclusif. Mais dialogue avec qui? Le problème c'est que nous allons dialoguer, nous n'allons pas dialoguer avec des pantins, dialoguer avec les bras armés du Rwanda, vous comprenez? Dialoguer avec Kagame. Je prends un exemple simple. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, en Ukraine, on a vu Wagner combattre aux côtés de l'armée russe. Wagner, c'est une société militaire, etc., une société privée militaire. Et vous allez demander à Zelensky de négocier avec Wagner, qui est un bras séculier de Poutine. Je crois que ce n'est pas résoudre le problème à la racine. Donc il faut négocier directement avec Kagame, faire comprendre à M. Kagame que ces velléités de Bonaparte, de Napoléon, de conquérir les territoires, vous comprenez, dans un autre pays, c'est une pratique moyenâgeuse qu'il devrait abandonner, bien entendu. Il doit rester dans les limites des frontières telles que tracées
justement vers en 1960, vous comprenez? Il doit travailler chez lui et non venir s'aimer la désolation dans notre pays, s'aimer tout ce qu'il veut, il est en train de s'aimer. Merci. Donc le président, je chute en disant que le président de la République a toujours été ouvert et d'accord au dialogue, mais nous voulons dialoguer selon l'esprit et la lettre de la résolution 2767. Merci. Alors, au professeur Bobo Laboué, vous êtes de la Mouka. En écoutant l'honorable Francis Tchivalavala, député élu sur la liste de l'UDPS, est-ce que le régime a les atouts, le courage ou soit la possibilité d'imposer ces dialogues à sa manière? Parce qu'il semble que si vous n'êtes pas fort militairement, donc vous devenez faible face à celui qui a plus le monopole, donc le Rwanda et le M23. Est-ce que Kinshasa peut imposer? Vous savez, dans la vie, d'une manière générale, tout est question de rapport de force. Okay. Rapport de force entre États, rapport de force même avec votre femme à la maison, rapport de force même avec votre ami. Quand le rapport de force est en votre faveur, vous dominez. Okay. Quand il est en votre défaveur, vous subissez. C'est le cas du régime de Kinshasa? Aujourd'hui, dans le cas du Congo, c'est vrai, Félix est venu trouver une situation qui lui a aggravé. La situation existait déjà, c'est pas lui qui a... ça fait 30 ans que ça existe. Mais sa gouvernance a aggravé une situation qui existait déjà. Je veux dire quoi par là? Aujourd'hui, au Congo, nous avons deux choix à faire. Ou on fait la guerre pour bouter l'ennemi hors de nos frontières, ou on négocie. On n'a pas 36 solutions. Maintenant, pour faire la guerre, il faut avoir le moyen de la guerre. Mais c'est le cas. Maintenant, le régime a mis autant de moyens cette année pour l'armée congolaise. Il faut avoir le moyen de la guerre. Mais sur le terrain, on se rend compte que on a perdu Bunangan, on a perdu Goma, on a perdu Bukavu, on peut même peut-être donner aussi et autres. Ok? Ça veut dire quoi concrètement? Notre armée, quelque part, n'est pas à la hauteur, tout simplement. Nous sommes connus, l'armée est en train de faire du repli stratégique en repli stratégique. Et l'ennemi est en train d'avancer. À cette allure-là, l'ennemi risque même de prendre Kisangani, même arriver à Kinshasa. Vous risquez de devenir un prophète des malheurs. Non, je dis, on est en train de lire la situation. Je dis simplement que quand on ne peut pas se battre, on se rend compte que le rapport de force est en votre défaveur. Négocier. Ok? La négociation, il y a aussi le temps qui existe. Il y aura un moment, il n'y aura plus de place pour la négociation. Depuis longtemps, on avait demandé à ces négociations. Nous sommes en train justement de gagner du temps. De gagner du temps. Si aujourd'hui, et je ne souhaite pas, par exemple, Katanga ou Kisangani de tomber entre les mains de 1-23, aujourd'hui déjà, la République est en position de faiblesse pour négocier. On sera encore beaucoup plus faible. Et quand on négocie en position de faiblesse, on va subir. Ok? Donc moi je pense que là aujourd'hui, il est encore temps pour qu'on puisse négocier parce que militairement, on n'arrive pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Militairement, l'armée n'est pas à mesure de se battre aujourd'hui. Mais Jean-Pierre Bemba est en train de recruter les jeunes dans les universités pour renforcer cette armée. C'est un problème de quantité de militaires ou de la qualité. Le nombre. Effectivement, ce n'est pas question de... On a combien de militaires dans notre armée? Plus de 160 000. Voilà. Donc la question ne se pose pas en termes de nombre de militaires, plutôt la qualité d'encadrement des militaires, tout ça. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Bon, pour dire quoi? Pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous devons faire un choix. Soit faire la guerre, et moi je suis partisan de la guerre, mais là encore, il faudrait avoir les moyens de la guerre. Je me rends compte qu'on n'a pas ce moyen. Donc le mieux à faire aujourd'hui, c'est de négocier. On a les moyens ou soit... et parce que j'ai suivi Nanga, Goma qui a dit, ils ont trouvé l'arsenal que l'armée congolaise a abandonné. Donc on suppose que la RDC avait mis de moyens, nous avons ce qu'il faut. Oui. Il y a plutôt un problème de traîtrisme dans notre armée. Le moyen, c'est pas seulement le moyen militaire. Le moyen, c'est aussi l'encadrement, les moyens, c'est aussi la... Il y a tout est dans le moyen. Pour moi, ça va voir du côté armement. Mais pour dire que le résultat, c'est quoi? Sous le terrain, on est en train de perdre des localités. Sur les 2 345 000 km qui constituent notre pays, aujourd'hui, on n'a pas ça. Simplement.
Donc à cette allure-là, non, ça ne va pas. Il faudrait que les gens puissent être conscients, dire que, puisqu'on ne peut pas gagner militairement cette guerre, autant négocier. Mais maintenant, la négociation, c'est quoi? La négociation aujourd'hui, comme j'ai entendu dire l'honorable français, il dit que la négociation, on ne peut pas négocier avec les Congolais qui ont pris les armes. Dépendants. Dépendants ou pas, ils ont pris les armes. Vous savez, aujourd'hui, quand moi je vois par exemple Trump aux États-Unis là-bas, ils ont toujours parlé, on ne peut pas négocier avec les terroristes. Mais Trump vient discuter avec le Hamas, tout simplement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a besoin de sauver une situation, on n'est pas comme disait Trump à 0-0. Tu n'es pas en position de dicter, d'imposer. Ok? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, le Congo est en droit d'imposer des choses? Apparemment, j'ai l'impression que, j'ai l'impression que l'opposition, vous êtes un peu des alarmistes, parce qu'il y a un autre analyste qui m'a dit, la RDC a 26 provinces, le M23 occupe que 2 provinces, il nous reste encore 24. Pourquoi vous pensez que ces gens ont déjà récupéré tous les Congos? Vous savez, le fin, lorsqu'il va pleuvoir, pour le savoir, tu n'as qu'à regarder le ciel. Le nuage, tout cela, tu verras qu'il va pleuvoir. Très bientôt, il va pleuvoir. Il y a des signaux précurseurs. Ok? Donc aujourd'hui, ce n'est pas être prophète de malheur. Il faut analyser, faire une analyse positive, voir un peu plus loin. À la ligne où vont les choses, moi personnellement, je ne vois pas, comment dirais-je, une armée aujourd'hui capable justement de barrer la route à ces gens. Je vois pas. Merci. Alors, monsieur Maître Kalala, est-ce le régime ne peut pas mettre un peu de l'orgueil à côté, accepter les conditions des Nanga, parce que en écoutant M. Bobo Labwe, vous n'êtes pas en position d'imposer la loi. Il serait mieux d'être sage à ces moments, d'accepter ces négociations pour éviter un peu qu'il y ait encore plus de cadavres. Effectivement. Oui, mais j'espère que j'aurai le même temps de parole que les autres. Voilà. Je vais rapidement fermer une parenthèse que j'avais ouverte. L'honorable Mike Mukebai a parlé de quelques petits remous par rapport à la justice. J'aimerais le dire que nous-mêmes nous reconnaissons qu'il y a la justice est malade. Elle souffre de certains maux. Mais moi, la partie qui m'intéresse, c'est ces personnes arrêtées là, notamment lui ou Jakinda là, est-ce qu'ils étaient en état de délinquance? Ça veut dire auteur d'une infraction quand ils ont été arrêtés. C'est ça qui est, c'est ça au fait, c'est ça qui m'intéresse le plus dans ce dossier-là. Je ferme rapidement la parenthèse pour revenir à ce que le professeur Bob dit. Moi, j'aimerais d'abord éclaircir les choses. Aucune guerre au monde n'a pris fin que par la guerre. C'est une combinaison. On combine toujours. Il y a un rapport de force qui s'établit et qui amène à des discussions. Je crois que sur ça, on est d'accord. Et le deuxième élément que j'aimerais soulever, sur lequel on devrait être d'accord pour avancer, c'est que ici, il y a des sanctions internationales contre des autorités rwandaises suite à la documentation de leur implication de la situation que nous sommes en train de traverser. Et il ne faut pas avoir une amnésie sélective. Il faut bien, c'est une donnée très importante dans ce problème. Secondo, je pense qu'ici, le problème de dialoguer avec le M23 ne se pose pas réellement. Pourquoi? Nous sommes dans cet élan-là parce qu'il y a le processus de Nairobi et celui de Luanda consacré par la résolution 2773 des Nations Unies du 21 février 2025. C'est-à-dire ces deux processus reconnus sur le plan international sont au fait des cadres dans lesquels les échanges doivent être faits. Okay. Et aujourd'hui, s'il faut qu'il y ait un nouveau cadre, premièrement, ce cadre ne peut pas s'éloigner de la résolution qui a une légitimité internationale supérieure au cadre qui va être créé. Donc, il ne pourra pas, ce cadre-là ne pourra pas s'éloigner de la résolution 2773 dont nous parlons. Dans la démarche de la CENCO et autres, là... Je vais en arriver, je vais balayer tout ça. Bon, pas balayer, je vais contribuer au débat en parlant de tout ça.
Voilà, ça c'est la première chose. Le cadre créé ne pourra pas s'écarter de la résolution 2773. Ça c'est la première chose. Cette résolution reconnaît des processus préexistants à la résolution elle-même. Il s'agit du processus de Luanda et le processus de Nairobi. Dans le cadre du processus de Nairobi, c'est justement les discussions avec les groupes armés, dont le M23. Et la même résolution, je crois, dans son point 5 ou 7, fait la recommandation qu'il y ait une jonction, entre un point de jonction entre les deux processus, pour nous permettre d'avancer rapidement. Mais non, ici, au fait, la question se pose à deux niveaux. L'objet des discussions. Parce que c'est une question très intéressante. Ici, ceux qui sont en face de nous ne peuvent pas dire qu'ils poursuivent dans l'objet des discussions la paix à l'Est. Eux, ils ont des intérêts qu'ils ont estimés supérieurs à la paix. C'est pour ça qu'ils ont pris les armes. Et bien entendu, ceux qui peuvent parler de paix dans l'objectif poursuivi dans les discussions qui auront lieu, c'est la partie congolaise, la RDC. Ça, c'est premièrement par rapport à l'objet. Par rapport au format maintenant du dialogue, parce que c'est la grande question. Il y a des avantages et des désavantages à tous les formats. Le scénario. Voilà, aux différents scénarios. Ici, je vais épingler, à mon sens, quelques désavantages du scénario 5O dont vous avez parlé. Le premier désavantage, c'est qu'il dédouane totalement le Rwanda. C'est un format qui ne met pas le Rwanda devant ses responsabilités qui sont déjà établies. C'est ça que Chola dit s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chola dit, ils sont là, c'est des pasteurs, c'est des prêtres. Mais justement, quels sont les moyens de contrainte qu'ils ont sur le Rwanda? Je n'ai jamais vu, de très bonne foi, hein, je n'ai jamais vu un conflit de cette ampleur-là être résolu simplement par un chapelet de bonnes intentions. Par un chapelet, non. Donc, en restant le plus objectif possible, il faut reconnaître que un dialogue exclusivement dans le format 5O ou tel qu'il va se passer va totalement dédouaner le Rwanda. Et ces dialogues, format 5O, c'est un désavantage de la RDC? Non, pas nécessairement. Il y a beaucoup d'avantages parce que moi, j'estime que la cohésion nationale, par exemple, la réconciliation, ce sont des choses qu'on ne peut pas obtenir dans un format de débat externe. C'est quelque chose c'est un avantage que présente la 5O. Et un autre avantage, il va nous permettre de regrouper plusieurs protagonistes qui peuvent être exclus si ça se passe dans un autre format. Vous voyez? Donc, moi je pense qu'ici, notre approche doit être objective la plus possible. Aujourd'hui, on ne va pas dire que les sanctions contre James Kabarebe, qui est ministre en fonction, c'est une erreur de la communauté internationale. C'est suite... On dit plutôt que c'est des sanctions légères, il fallait condamner la On n'en est pas là. S'il vous plaît, on n'en est pas à l'exécution des sanctions. On en est à la cause des sanctions. Pourquoi il est sanctionné? Pour son implication active dans ce qui se passe en RDC. Et on ne peut pas totalement dédouaner le Rwanda comme ça, c'est trop facile. Merci. Non, mais je n'ai pas eu le même temps de parole que les autres, s'il vous plaît. 1 minute 30 secondes. Voilà. Et je vais aller plus loin. Quand on nous parle de gouvernance et tout ça, l'opposition a le droit de critiquer, et cela de manière constructive, ça on le reconnaît. Mais quand on regarde et on observe 80% des Congolais qui sont dans ce mouvement armé-là, viennent justement de cette opposition, je pense que ça nous met la mort dans l'âme. Parce que on devrait être d'accord sur certaines choses. On ne va pas tuer les Congolais pour arriver au pouvoir. Pourquoi? Parce que c'est ces mêmes Congolais que nous devons gérer demain. L'UDPS a vécu tout ce qu'elle a vécu. Je crois que dans son temps, l'honorable Mike Mokeba était à nos côtés. Il sait ce que nous avons traversé ensemble. Nous n'avons jamais décidé de prendre les armes. Et la logique, ce problème est très profond. La logique, au fait, de ramener tout ce qui se passe à l'est du pays
dans la responsabiliser le pouvoir en place de Kinshasa en parlant d'un problème de gouvernance, ce n'est pas une nouveauté. Ça découle de l'accord cadre d'Addis Abeba. Accord obtenu après avoir mis de côté le pacte de non-agression dans la région des Grands Lacs. On ne saura jamais pourquoi le pouvoir, le régime Kabila, a mis de côté ce pacte-là pour prioriser un accord cadre qui renvoyait l'ensemble de la responsabilité de l'insécurité dans ce pays à l'Est sur la gouvernance. Mais il faut le reconnaître que les problèmes de gouvernance ne doivent pas nécessairement entraîner des soulèvements armés. Moi, je pense que nous sommes ouverts vraiment à faire ce débat pour en tirer, avoir une synthèse qui va permettre au Congo d'avancer. Merci, Maître Évariste Kalala, secrétaire national chargé des questions juridiques de l'UDPS, du Tshisekedi, parti au pouvoir. Alors, honorable Mike Moukebaye, allons dans un terrain très glissant maintenant, parce que c'est important. Est-ce le président angolais, parlons de ce dialogue, convoqué à Luanda, il y a ceux qui pensent qu'il a eu les injonctions de la communauté internationale pour imposer les régimes de Kinshasa les dialogues. Pensez-vous que la diplomatie agissante du régime dont on nous a fait chanter ici matin, midi, soir, cette diplomatie est devenue stérile? Laissez-moi vous dire d'abord une chose. Il y a une attitude de déresponsabilisation renversante que je vois chez l'UDPS, les cadres de l'UDPS. Maître Kalala dit simplement, bon, comme ça, c'est devenu répétitif depuis plusieurs mois, c'est parti du chef de l'État lui-même, et maintenant les gens les disent et nous passons, non, la justice est malade. Ça signifie quoi? 7e année de gestion. Vous devez dire, voilà, nous l'avons trouvé malade et nous avons amélioré ici, ici, ici. Arrêtez ces discours-là. Il est irresponsable. Et j'ai même été étonné qu'il sorte de la bouche du chef de l'État ces discours-là. Étonné. Je vous donne un petit diagnostic. Pendant que les États généraux s'étaient nés, les derniers de la justice, il y a eu une controverse, une polémique entre la magistrature, des magistrats, pour ne pas exagérer, des magistrats et les ministres. Et les magistrats ont produit un communiqué dans lequel ils disaient que les recommandations des derniers États généraux, qui devaient être mises en œuvre depuis, je crois, 2017, en tout cas 2019 par là, n'étaient exécutées jusque-là qu'à 0,8%. Voilà ce qui est grave. Et ça, c'est sous Félix. Donc cette justice malade l'est de l'incapacité d'un pouvoir. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas responsable de la justice, mes amis de l'UDPS. Vous venez nous dire qu'elle est malade. Au lieu de nous dire, voilà la cure, voilà les remèdes que nous avons apportés depuis 7 ans. Vous venez nous dire qu'elle est malade. Mais après, on fait quoi? On vous embrasse. Dans certains discours génériques. Oh non, on fait quoi maintenant? C'est une déresponsabilisation que je ne comprends pas. Et là, j'ai aimé tout à l'heure chez Maître Francis, c'est de l'entendre. Et j'aimerais peut-être lui reposer la question, comme les gens disent, Nayoki Biente, mais il parle d'acquis. Okay. Il y a eu d'acquis que le peuple voulait consolider des acquis. Vous avez dit ça. À Kinshasa, ici, votre propre ministre des Transports a constaté que 19 routes qui mènent vers le centre-ville sont en état de délabrement avancé. 19. Pourtant, hier, vous avez mis en place un programme appelé Kinshasa Zéro Tour. C'est ça des acquis. Des dizaines de millions de dollars ont été donnés, confiés à des potes qui n'avaient pas d'expérience dans le domaine. Et encore, est-ce qu'entretenir de route peut faire l'objet d'un programme? Est-ce que vous êtes sérieux quand vous parlez d'un programme? L'entretien de route, c'est de la routine. C'est comme balayer sa maison chaque matin. Donc il faut un monitoring, un service spécialisé qui chaque jour va colmater les petits trous qui commencent. C'est pas ça la thématique d'aujourd'hui. Revenons dans la thématique. Non attendre le gros trou qui devienne béant et sortir de... Mais non, ils ont dit des choses et j'aimerais quand même que le public qui nous suit comprenne que c'est de l'irresponsabilité de la part du pouvoir en place qui est de venir nous dire à nous qui attendons des réformes, de venir nous dire à nous que la justice est malade. C'est un peu ça tout ce que je tenais à souligner. La question de Luanda. Et puis de dire qu'il n'y a pas d'acquis du tout. Je suis sûr que votre véhicule a souffert de chez vous jusqu'ici.
Si vous êtes sincère, dites-le au public. Ou donnez-moi l'itinéraire que vous avez pris de chez vous. Je vais vous dire, à tel endroit, il y a un trou. Ici, il y avait un trou. Donnez-moi simplement l'itinéraire. Ou maître, il est aussi avocat, et avocat, ou maître Francis Tchibalaba, ou maître Kalala. Donnez-moi chacun son idée. Je vous dis des trous. Ici, il y a un trou. Même les yeux fermés. Je vais vous dire, il y a un trou là-bas, il y a un trou. La question de Luanda, honorable mec. Bon, j'aimerais dire une chose. Je ne vois pas d'avenir dans le jumelage du processus de Luanda et de Nairobi. Je crois que ça a été dit juste pour essayer de faire pression, pour amener les M23 à table de négociation, mais plus Kinshasa qui disait que c'est Nairobi qui concerne les M23, ne l'amenez pas ici. On lui a dit, bon, on jumelle les deux, comme ça tu peux accepter. Est-ce une imposition de la communauté Laissez-moi avancer. pour... Ça ne sera pas possible sur le plan pratique. Les processus de Nairobi, c'est plus de 120 groupes armés, avec des revendications qui sont plus sécuritaires. C'est très compliqué si nous devons aller à un dialogue, dans le sens d'un dialogue inclusif, d'avoir et le processus de Nairobi et celui de Luanda. Est-ce que ce n'est pas une manière de traiter le problème à la source et trouver la solution une fois pour toutes? Parce que Lorenzo, actuellement, il est président de l'Union africaine. Non, donc il y aura je suis en train d'avancer. Je vous dis d'abord que je ne crois pas qu'on parviendra au jumelage de ces deux processus. Celui de Nairobi est plus compliqué que celui de Luanda. D'abord, par le nombre, la multiplicité des acteurs, c'est très compliqué. Alors si vous devez associer ces acteurs-là à un autre processus qui sous-entend, parce que le processus de Luanda, à mon point de vue, sous-entend qu'au-delà des négociations entre les M23 et Kinshasa, nous allons aller vers un dialogue inclusif qui inclurait l'opposition politique et la société civile. Bon, quand Maître Christian et Maître Francis Tchibalaba dit négocier avec qui, moi, ce sont des questions que je me pose plus. Je crois que c'est, à mon point de vue, des allégations qui sont hors sol, qui ne tiennent pas compte de la réalité. On va négocier avec l'M23. Vous pouvez vous asseoir là et vous interroger encore. Mais le chef de l'État dit c'est la ligne rouge, je vous en prie, je vous en prie. Oui. C'est l'acteur qui est en face. Ce n'est pas que moi je sanctifie cet acteur. J'ai jamais été pour la lutte armée, mais j'essaye d'analyser la réalité objectivement. L'M23 est là, c'est l'acteur là. Il a l'initiative. Il a acquis un certain statut. Il a déjà été reçu par des chefs d'État, notamment Joao Lorenzo lui-même. Donc il y a une reconnaissance qui fait que c'est un acteur avec lequel on va négocier. Et puis il y a tout le reste, les discours qui sont tenus sur des plateaux de télévision, qui sont en déphasage avec la réalité. La réalité est que le M23 est considéré aujourd'hui comme un acteur. Donc, je vous dis ceci quand vous parlez de dialogue, deux choses. Un, je ne crois pas au jumelage, je ne le vois pas se matérialiser, ça sera très compliqué. Donc le processus de Luanda se poursuivra. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'il se poursuit sans être associé au processus de Nairobi. Quand Joao parle de dialogue, de contact avec l'M23, il ne fait pas allusion au processus de Nairobi. Donc il va se poursuivre et l'idée est de, dans une certaine mesure, quand les deux parties qui sont des acteurs majeurs se seront mis d'accord sur un certain nombre de questions, qu'ils auront élagué un certain nombre de problèmes. Et on va passer à l'étape suivante qui consiste à ouvrir un dialogue inclusif qui implique l'opposition non armée et la société civile. Voilà. Merci. Alors, honorable Francis Tchibalaba, face à cette situation un peu compliquée, face aux faiblesses de notre armée, le M23 a fait un communiqué en disant qu'il ne croit pas à la sincérité du régime de Kinshasa. Il faut que le président de la République fasse une déclaration qu'il veut bien négocier avec le M23, mais Kinshasa pense que jusque-là, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Donc le M23, il faut que le M23 soit traité de la même manière avec d'autres groupes armés. Honorable dit, c'est un partenaire important aujourd'hui, donc il ne faut pas traiter... Un interlocuteur. Un interlocuteur important, il ne faut pas traiter le M23 avec d'autres groupes armés. Est-ce que le régime ne peut pas fléchir au nom de la paix? Voilà. Je crois que, vous savez, dans les négociations politiques ou en diplomatie, lorsqu'il y a plusieurs protagonistes,
il est de bonne loi que chacun dans son camp, par exemple, fasse monter les enchères. Ça, c'est une évidence, vous comprenez. On a vu ce qui se passe, les bons offices proposés par Trump pour essayer de régler le problème entre l'Ukraine et la Russie. Vous voyez, Poutine est en train de monter les enchères, tout simplement, et même l'Ukraine aussi, même Zelensky. Mais après, ils vont trouver certainement un modus vivendi. Ça, c'est une évidence. Le président de la République a avancé des raisons qui sont vraiment légitimes de refuser, bien entendu, de négocier avec le M23. Parce que nous estimons tous, d'ailleurs, ça c'est un secret pour personne, que le M23 est sous, justement, diktat de M. Kagame. Le M23 est en train d'exécuter, justement, les plans concocté par M. Kagame. C'est pas nouveau, ça c'est déjà connu. Allons aux solutions. S'il vous plaît. Tout le monde sait que le M23 est soutenu par Paul Kagame. Le président de la République n'a pas mis en exergue que le volet diplomatique. Nous avons aussi les volets militaires. Ici, je voudrais battre en brèche tout ce qui a été dit ici par le professeur Bob, l'efficacité, etc. Je crois que nous devons commencer par féliciter notre armée d'abord, d'entrée des jeux. Parce que vous savez, ça fait combien d'années que le M23 est en train de nous attaquer dans cette partie est de la RDC. Vous avez d'ailleurs malencontreusement dit qu'il y a 2 provinces qui sont passées sous l'escarcelle du M23, ce n'est pas authentique. Vous comprenez, il y a des territoires justement du Sud Kivu qui échappent au contrôle du M23. Donc ce ne sont pas les 2 provinces qui sont dans le giron justement du M23. Donc notre armée est en train de se battre réellement. Heureusement, vous aviez évoqué le fait qu'il y a des taupes, il y a des traîtres au sein de notre armée qui est en train de la fragiliser à l'interne. Vous comprenez? Mais notre armée est en train de se battre. Le président est en train de former. Il y a la conscription qui est pratiquement acceptée par la population. Il y a des conscrits qui sont en formation, en train de se préparer pour aller rejoindre la ligne de front. Il y a la ligne des ravitaillements qui est suffisamment garnie. Il y a un arsenal de guerre impressionnant. D'ailleurs, vous avez relevé ici que Nanga l'avait reconnu. Vous comprenez? Il n'y a pas que l'option diplomatique. Nous avons tout fait pour interpeller ces gens, leur faire entendre raison. Mais s'ils ne veulent pas, vous avez parlé des rapports de force, effectivement, il y a un rapport de force. Donc sur 20, en faveur de... Non, c'est en notre faveur parce que nous contrôlons la plus grande partie de nos territoires. Ils n'occupent que, à tout le moins, 2 provinces. Est-ce que ce n'est pas une honte non, mais écoutez, si vous allez dans ce sens-là, parce que Kabila vous a laissé le pays entier. Non, nous savons ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, vous ne contrôlez pas tout, il ne faut pas se taper le torse. Personne ne pouvait imaginer ce instant, avec tout ce qu'il y a comme arsenal des guerres, arsenal militaire, avec le nombre de l'effectif, avec l'effectif de l'armée russe, etc., l'Ukraine pouvait occuper une province de la Russie pendant plus de 5 mois. Personne ne pouvait imaginer, même dans les scénarios les plus fous. Il s'agit d'une guerre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agit d'une guerre. Vous comprenez? Nous pouvons encaisser justement des défaites. C'est tout naturel. Nous pouvons aujourd'hui perdre certaines batailles, mais ce n'est pas toute la guerre, bien entendu. Donc, je crois que le président de la République, c'est lui le premier d'entre nous. C'est lui qui est le mieux informé, qui connaît la situation de la cave au grenier, la situation de l'Est. Il connaît les acteurs ou les protagonistes qui sont en face de lui. Lorsqu'il reste droit dans ses bottes par rapport à une position qu'il a prise, je crois que nous devons aussi respecter sa décision. On parle de l'orgueil mal placé. On parle de l'orgueil mal placé. Il ne s'agit pas de l'orgueil. Senga dit, vous êtes désorgueillés. Pourquoi? Parce que quand ils étaient partis voir les Nang et les autres,
Nanga et les autres, ils étaient encore à Goma. L'orgueil de Kinshasa poussait que ces gens puissent récupérer Bukavu. Est-ce que face à ces erreurs d'orgueil, ce n'est pas le moment peut-être de se rebiffer un peu, voir la réalité en face, qu'il y a quand même des vies qui sont en péril face à vos attitudes. Personnellement, je ne voudrais pas que vous me taxiez de vains, des prophètes. Okay. Je ne suis pas ici en train de prédire des choses, mais nous connaissons déjà les revendications du M23. Nous savons ce qu'ils vont demander à la République. C'est quoi selon vous? Non, mais ils veulent contrôler cette partie, continuer à contrôler cette partie-là. Ok. Au profit, bien entendu, du Rwanda. Parce que le Rwanda veut maintenir nos frontières dans une porosité totale pour continuer à faire même bas sur nos richesses. Ça, c'est une réalité. Lorsque on vous a ici miroité des choses comme quoi le M23 a été défait, vous comprenez? Mais il est un secret pour personne aujourd'hui que nous savons qu'il y a eu des arrangements particuliers entre le pouvoir, les régimes passés de Kabila et ces groupes, cette nébuleuse du M23. Donc, nous sommes dans une logique où nous devons négocier avec Kagame, bien entendu, parce que nous estimons que Kagame, c'est lui qui est en train de faire du mal à notre pays. Donc, partant de là, vous comprenez, la RDC sera bien entendu disposée à faire des concessions s'il le faut pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Mais le président de la République, aujourd'hui, il est dans le viseur de cette nébuleuse, dans le viseur de Kagame, tout simplement parce que il s'est posé en mur, un mur que ces gens ne peuvent ni contourner, ni escalader. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'un pantin tout simplement à la tête de notre pays qui allait continuer à faire les jeux justement de M. Kagame et face à ces refus catégoriques pour l'intérêt de notre peuple. Je crois que personnellement, je suis un peu attristé de voir que l'opposition, au lieu de prolonger les discours du président de la République, parce que dans pareille situation, il faudrait quand même un éveil patriotique. Il faudrait que nous fassions montre d'un patriotisme, pas de papier, un vrai patriotisme. Malheureusement, c'est pas ce que nous constatons dans les chefs de notre opposition. Donc l'opposition est en train de relayer quasiment les récits de Kagame. Les récits du M23. L'opposition a pété. Parce que lorsque cette opposition nous demande, ou lorsque cette opposition est en train de faire une certaine légitimation des actes ignobles qui sont perpétrés par cette nébuleuse, je crois que soit on est réellement patriote, soit on ne l'est pas. Mais je pense que ce n'est pas toute opposition, bien entendu. Il y a une certaine opposition qui a tiré à boulet rouge sur Kagame, sur l'M23. Malheureusement, la majorité est pratiquement de mèche avec tout ce qui se passe dans cette partie. Et la population doit naturellement être très sévère vis-à-vis de cette opposition-là, qui est à la solde, bien entendu, des Kagame. Merci, honorable Francis Chibalabala, député national. Président Bobo Laboué, vous êtes de la Mouka, je précise que vous êtes le vice-président de la plateforme La Mouka, conduit par Martin Faïlou. Est-ce l'opposition congolaise n'est pas d'intelligence avec le M23, le Rwanda, parce que votre discours, apparemment, c'est comme si vous êtes en train de blanchir tous les actes mauvais commis par le M23. Aujourd'hui, vous dites que le régime est faible, le régime doit accepter les conditions du M23, donc vous êtes pour le brassage, mixage, que nous puissions retourner 30 ans avant? Non. Moi, c'est que, comme Félix, je suis un élément de la diaspora. La diaspora, ça fait maintenant 30 ans. On se bat contre la balkanisation de notre pays. Félix, élément de la diaspora, aussi, c'est très bien le rôle que le Rwanda joue. Même s'il est vrai que le Rwanda et l'Ouganda sont utilisés comme bras armés,
certains États. Parce qu'il ne faut pas seulement voir le Rwanda et l'Ouganda comme ça. Dieu verse les deux pays de force. Comment il les soutient. Mais depuis longtemps, on le savait, le rôle que joue Kagame. C'est que moi, je ne comprends pas. Devenu président, on amène Kagame ici. On dit que c'est mon partenaire. Mais vous êtes un peu passéiste. J'arrive, laisse-moi terminer. Nous parlons de Non, dialogue mais Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Ok. On l'amène ici. C'est notre partenaire tout ça. Bon. Tout à l'heure, là, on vous a fait comprendre que le 1-23 était venu aussi ici. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que celui qui était notre partenaire devienne notre ennemi? Le Congolais vous doit savoir. Tout simplement. J'ai dit ceci. Personnellement, je suis un peu triste. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a défini l'ennemi, comme l'honorable dit, Kagame, mais faites la guerre à Kagame. C'est de la guerre, on doit mener la guerre contre Kagame. On doit attaquer le Rwanda. Pourquoi on ne le fait pas? Mais ça, c'est une vraie question. Depuis très longtemps, on a défini Kagame comme étant notre agresseur, notre ennemi. Pourquoi on ne l'attaque pas? La réponse est très simple. Contrairement à ce que dit l'honorable, peut-être parce qu'on n'a pas une armée aussi, comment dirais-je, je ne dirais pas équipée, bien encadrée. L'armée dans un pays, c'est comme le colonne vertébrale d'un homme. Quand la colonne est malade, tu vas t'accroupir. Quand la colonne est bien portante, tu seras debout. L'armée, c'est ça le rôle qu'il joue dans un pays. Si vous avez une armée forte, vous êtes debout, tous les voisins sont debout. On a 9 voisins, on devait avoir une armée capable de dissuader toute agression. Si aujourd'hui on a dit que Kagame c'est lui l'ennemi, attaquons Kagame directement. Pourquoi on ne le fait pas? Peut-être parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas assez de moyens pour le faire. Vous n'avez pas suivi qu'il y a un procès à la RTNC de certains généraux traîtres qui ont abandonné les zones de combat. Justement, c'est parce que notre armée est infiltrée, président. Notre armée est infiltrée. Lorsque Félix était à l'opposition, tout le monde savait que l'armée était infiltrée. Le brassage, le mixage, c'est une infiltration. Mais quand ils sont arrivés au pouvoir avec l'UDPS, ils ont fait quoi pour faire sortir ces infiltrés-là? On continue à dire que l'armée est infiltrée. Mais ça fait 10 ans, 20 ans qu'on dit toujours la même chose. Dans certains discours qu'on dit. Mais effectivement, pour dire seulement que quand vous êtes président de la République, la première chose à faire, c'est sécuriser vos frontières. Donc, quand on a une armée forte, mais même le Rwanda va commencer à réfléchir 2 fois avant de nous attaquer. Si vous trouvez qu'il y a de l'infiltration, mais mettez en place une politique pour expliquer tous ces gens-là, tout simplement. Donc moi, je dis que par moment, quand vous discutez avec d'autres Africains, ils se posent des questions. Mais pourquoi vous n'arrêtez pas de pleurer tout le temps? Le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous attaque. Mais vous n'arrêtez pas de pleurer, pourquoi? Attaquer le Rwanda? Est-ce le dialogue... Donc pour dire que si on ne peut pas attaquer le Rwanda, négocions avec le Rwanda. Est-ce que le dialogue de Luanda, c'est une meilleure solution pour qu'il y ait une paix durable? Moi, dans la RDC est en train de doit fléchir face... Vous savez, le lundi, le président angolais avait reçu le prêtre de la Cinco et de l'ECC. Ils ont discuté. Le mardi, il a reçu, comment dirais-je, M. Félix. Moi, personnellement, je suis persuadé que la Cinco avait aussi expliqué au président angolais comment dirais, sa vision. Comment arrêter la guerre, comment gagner la paix. Dans un premier temps, comment gagner la paix. Une fois qu'on a gagné la paix, il faudrait maintenant qu'on s'organise pour mettre en place une armée efficace pour dissuader n'importe quel adversaire. La paix maintenant, avec brassage et mixage? Non, le problème c'est... Il semble que c'est le prix à payer, c'est le prix à payer pour avoir cette paix. Le prix à payer, pas que c'est encore brassage et mixage dans notre armée. La négociation, ça ne se passe pas comme ça. Ils ont des revendications, ils vont les amener, on sera là pour répliquer. C'est pas parce qu'ils veulent, comment dire, le brassage, nous on va accepter. Mais vous dites qu'on est en position de faible. Comment on peut répliquer, les imposer du moment que nous sommes en position de faible? Alors, maintenant, le problème c'est quoi? Il y a 2 choses à faire. Ou on se dit qu'on ne négocie pas, mais on fait la guerre, on ne négocie pas, parce qu'on ne veut pas négocier avec les terroristes et tout cela. Mais dans ces cas, on fait la guerre, parce qu'autrement, on ne négocie pas, on ne contre-attaque pas, on ne récupère pas le territoire pris par les ennemis. On fait quoi? Merci. Les gens continuent à mourir. Merci Président Bobola. Comme effet, si on est en train de chiter, je salue la présence de Maître Ernestine Nyuka, présidente de CPD. Je vais la recevoir juste après ces grands plateaux. Elle est déjà... de l'autre côté du baie vitré. Alors, Maître
Évariste Kalala, j'ai précisé que vous êtes secrétaire national, chargé des questions juridiques de l'UDPS Tshisekedi. Nanga pose des conditions. Le président Tshisekedi doit faire une déclaration qu'il accepte les dialogues avant qu'eux aillent à ces dialogues de Luanda. Sinon, ils vont venir jusqu'à Kinshasa parce que l'objectif des Nanga, c'est jusqu'à Kinshasa, chasser Tshisekedi ou soit que Tshisekedi démissionne. Ok. J'aimerais faire une parenthèse très importante à mon sens. L'honorable Marc Moukeba, il doit reconnaître et intégrer que c'est l'opposition qui gère la justice. Il ne faut pas l'obliger ici. Non, non. S'il vous plaît, oui. Comment? Le ministre actuel de la justice vient des rangs de l'opposition. Oh. Et je pense que c'est un choix qui a été fait. S'il vous plaît. Je l'apprends. Hein. Mais oui, okay. Il n'était pas de l'union sacrée. S'il vous plaît. Bon, certains disent que le président Martin Fayulu a été acheté pour voter Kimbuta au lieu de voter le gars de il ne faut pas être passéiste. Non, non, mais c'est pour lui dire que tout le monde peut dire ce qu'il pense. Et la politique qu'il applique là-bas. Protégez-moi. Quand moi j'ai pas, quand eux ils parlaient, moi, juste après lui, protégez-moi s'il vous plaît. Après lui, je vais vous donner la parole. Voilà, protégez-moi. Okay. Donc j'étais en train de dire cela pour aller très rapidement à ce que le professeur était en train de dire, scientifique de son état. Aujourd'hui, ne fait pas la guerre qui le veut. On est dans un ordre international bien établi. Nous sommes membres des Nations Unies. Ce n'est pas parce qu'on voudrait faire la guerre qu'on va le faire, sans conséquence. Il faut intégrer ça. Secundo, j'ai entendu parler du revirement du pouvoir de l'UDPS qui était avec Kagame. Et puis, la mauvaise foi ne peut pas se présumer. Et je pense qu'aujourd'hui, si le régime de Kigali est coincé, c'est parce que nous avons fait preuve de bonne foi. Avec beaucoup de propositions, concernant ce qu'on pouvait faire ensemble sur le plan économique. Je dirais la même chose. Le président Martin Fayulu, en son temps, nous a dit qu'il n'irait jamais aux élections avec la machine à voter. Et à un moment, il y est allé. Donc, s'il y a une versatilité, ce n'est pas de notre côté. Ça, on doit être clair. J'avance encore en allant un peu plus loin. Il dit que nous n'avons pas découvert cette infiltration-là. Nous n'avons pas... Certes, mais c'est un processus. Le changement partout au monde, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en un claquement des doigts. Et je pense que nous sommes dans ce processus-là. Je demande ici à la population congolaise de prendre son mal en patience. Nous sommes dans ce processus. L'essentiel d'une stratégie, c'est qu'elle ne puisse pas être lue par l'adversaire. Sinon, elle ne vaut plus rien. Moi, je pense vous faites une diversion, je vous ai posé une question directe. Allez-y. Est-ce le président de la République doit accepter les conditions des Nanga et doit faire une déclaration qu'il accepte le dialogue? Parce que vous êtes en position de faiblesse. Les opposants. Ben, écoutez, c'est la position de faiblesse, c'est vous qui la déterminez. Sur base vous n'êtes pas convaincu s'il vous plaît, sur base de quel élément? S'il vous plaît, sur base de quel élément? On ne sait pas. À l'époque du président Joseph Kabila, ce même mouvement est arrivé jusqu'à Kisangani. Donc, moi, je pense que le front n'est pas exclusivement sur le terrain. Il y a le front diplomatique également. Comment ça se passe à ce niveau-là? Il faut le savoir aussi. Ici, je dis clairement, je ne vois pas le président faire une déclaration contre ses convictions. Ça ne dépend pas de lui. Il est... mais si... il gère les Congos, mais quand le Luanda, le président de l'Union africaine lui impose, donc il est obligé d'accepter. Vous êtes... il ne s'agit pas d'une affaire de cours de récréation ici, hein, de la maternelle. Ici, ce sont des affaires d'État. Et je pense que la voix et l'opinion de la RDC seront entendues. Merci. Voilà. Alors, on nous fait signe, on est en train de chuter. Je vous donne le mot de la fin, honorable Mike Moukeba. Vous pouvez payer les arriérés si ça existe. J'aime bien le payer. Voilà. Surtout que ça me manquait beaucoup d'avoir des clients de l'UDPS sur un plateau. Merci, merci. Je vous ai amené deux. Alors, il y a la question du gouvernement de l'Union nationale, l'ensemble pour la République.
Vous étiez consulté par le prêtre de la SENCO et l'ICC. Est-ce que vous allez prendre part? Parce qu'il faut créer une cohésion à l'interne. Est-ce que ces blocs à l'interne peuvent quand même donner le souffle? Bon, rapidement, une deux choses. J'ai entendu l'honorable Francis Chibalabala évoquer l'exploit que l'Ukraine a réalisé. L'Ukraine n'a pas réalisé cet exploit-là seule. L'Ukraine a des alliés. Okay. Et même si les Européens ne sont pas présents militairement, mais ils aident beaucoup l'Ukraine sur le plan des renseignements. Et des Ukrainiens ont été formés en France aux méthodes de guerre intense, à haute intensité de l'OTAN. Nous, on n'a pas ça. Et d'ailleurs, nous plutôt, nous sommes en train de perdre nos alliés. Là, la SADC vient de dire officiellement qu'elle retire ses troupes. Ce qui veut dire quoi? Un message clair. Monsieur, arrêtez de penser que la solution sera militaire. Monsieur, à la fin de leur mandat, il semble. C'est pas nous. Non, ce mandat, il est renouvelable. Okay. Oui, il est renouvelable. Mais c'est tout un message, c'est clair à l'endroit. Donc nous sommes en difficulté, il faut le reconnaître. Même si par ailleurs, vous vous réjouissez de certaines victoires quand des sanctions sont prises, je crois que ça sert plus dans des plateaux de télévision pour la communication que sur le terrain. Okay. Ça n'a vraiment pas d'effet. Et arrêtons ces débats du verre à moitié vide ou à moitié plein, de dire que deux provinces, non, une partie du pays est occupée. Ça fait mal. C'est des compatriotes qui vivent là. C'est minimisable. Il nous reste 24. Et quand nous disons il nous reste 24, ceux-là commencent à se demander si nous les considérons encore comme compatriotes. Il faut éviter ces discours-là. Ça fait très mal. Les problèmes qu'il y a au Congo, c'est un problème de faillite de l'État, reconnaissons-le. Faillite de l'État. L'UDPS n'a pas fait mieux. Regardez les phénomènes Mobondo. De l'autre côté, nous avons trouvé un bouc émissaire, c'est Kagame. Et Mobondo. On parle de Kabila. Jean-Pierre Bemba, il détient des preuves. Je vais vous restituer un épisode de Mobondo pour vous faire comprendre que ce que Bemba raconte, entre guillemets, c'est des balivernes. Vous dites, je vous restitue. Attendez, je vous restitue un épisode. Okay. Un jour, un colonel police nationale congolaise décide d'entreprendre une opération contre des chefs Moubendo dans un village quelque part dans la province du Maïndombe. Il va demander les véhicules pour aller en opération au gouverneur. Donc il n'a pas de véhicules pour aller en opération. Vous vous rendez compte? Il demande les véhicules et il y va. Avec combien de policiers? 6 policiers. Et ça dédouane le président. Non, je vous en prie. 6 policiers. Non, laissez-moi terminer cet épisode. C'est important que pour vous voyez la faillite de l'État. Donc, qu'un colonel de police qui va en opération manque de véhicules. Et qu'il a demandé des véhicules aux autorités civiles. Alors qu'il y a une menace dans la zone et la zone est supposée opérationnelle. Il y va avec 6 policiers. Mais allez-y, ici, vous trouverez des individus, je ne sais qu'il représente quoi, avec 20 militaires. Lui qui va en opération, il n'est couvert que par 6 policiers. Et vous savez ce qui leur est arrivé? Ils sont arrivés sur le terrain, ils les ont capturés, arrêtés les chefs Mobondo en question, mais ils ont été surpris par les Mobondo qui s'étaient réfugiés dans la broussaille environnante, qui ont surgi, ils ont tiré et ils sont été pris comme ça, capturés parce qu'ils n'avaient plus de munitions. Et ils ont tout coupé à la machette. Vous voyez, ça, c'est quand ça arrive, là où des gens sont sérieux, ça demande une enquête pour que vous préveniez et que des faiblesses comme celle-là ne se reproduisent plus. Et ça, c'est Kabila, ça, ces colonels-là. Regardez, quand il allait en opération, laissez-moi avancer. Quand il allait, attendez, quand il allait en opération, les renseignements ne lui avaient-ils pas donné assez de données pour qu'il sache à quelle force il allait avoir affaire et se préparer en conséquence? Voilà les questions fondamentales que nous ne posons pas. Mais ça dédouane. Je vous en prie. Maintenant, nous sommes dans les gouvernements que j'appelle les gouvernements de Mbikoudi. Donc, faute d'apporter des solutions au problème des Congolais, on commence à aller voir Maman Kopo. Nani Salaki Kabila. Nani Salaki Katumbi. Trouvez des réponses au problème des Congolais. Je peux vous donner, multiplier des exemples. Merci. Hein? 30 secondes. Je peux multiplier des... Chut, on est à la fin, 30 secondes. Ben non, là, vous m'avez perturbé un peu. Si j'avais un fil conducteur. Le gouvernement de l'Union nationale, vous allez prendre part ou pas pour légitimer au moins cette crise? Non, nous avons, si vous parlez de gouvernement de l'Union nationale, j'ai entendu le chef d'État dire qu'il a confié la mission
C'est ça que vous appelez gouvernement d'union nationale? Non, c'est un gouvernement. C'est un gouvernement union sacrée élargi à ceux qui sont disposés à être débauchés. C'est des gens qui étaient déjà disposés. Maintenant, on leur a donné une couverture officiellement. On l'a débauché. Non, non, c'est le chef d'État qui a lancé l'appel. Non, c'était le gouvernement d'union nationale. Merci. Et vous voyez d'ailleurs que c'est de l'unilatéralisme, ce que nous refusons. Donc, c'est aux conditions de M. Tshisekedi et nous ne viendrons pas. Merci, c'est la position de l'ensemble. Alors, Maître Francis Tchibalabala, l'Union nationale, le gouvernement de l'Union nationale est de la poudre aux yeux, une manière d'élargir encore la main de Félix Tshisekedi et mater l'opposition. Voilà, comme je l'ai dit précédemment lors de mon précédent propos, qu'en pareille situation, nous devons faire bloc. Okay. Nous devons parler d'une seule voix. Faire bloc derrière le chef de l'État. C'est lui le commandant suprême, c'est lui le président de la République. Comprenez? Rejoindre le bateau du gouvernement d'union nationale, ça ne veut pas dire que vous avez été débauché. Vous avez été débauché. Il y a des compatriotes qui ont saisi la main du chef de l'État, qui ont vu les dangers que notre pays est en train de courir. Des compatriotes qui voient comment les Congolais sont massacrés. Cette boucherie. Qui ont décidé d'apporter leur expertise. L'honorable Mike Moukebaï vient de dire ici que la justice est dysfonctionnelle. Ça, tout le monde l'a dit. C'est l'occasion pour qu'Ensemble pour la République apporte son expertise, sa petite contribution, pour que les choses marchent comme sur de roulettes. Mais vous ne respectez pas les cahiers des charges des autres. Ce n'est pas la première fois qu'Ensemble vous rejoindre. S'il vous plaît, il oublie qu'ils ont travaillé avec nous lors du premier mandat. Ok. Étaient-ils débauchés ou ils étaient venus apporter main forte au chef de l'État pour que son mandat soit élogieux? C'est des belles questions. Que son action soit orientée au profit de la population. Donc ici, moi personnellement, j'ai toujours considéré le chef de l'État comme un père. Quelqu'un qui a l'impérium, qui a tout le pouvoir, mais qui accepte d'arrondir les angles, tout simplement pour contenter tout le monde. Il s'agit de notre pays. Notre pays est menacé par des étrangers. Tous nous le savons. Nous devons, en pareille situation, parler d'une seule voix par rapport à la situation qui se passe dans la partie est de notre pays. Donc, ceux qui ont accepté la main tendue du président, l'histoire retiendra qu'il y a eu des compatriotes au moment crucial de l'histoire de notre pays qui avaient accepté, bien entendu, de venir travailler, d'apporter tout ce qu'ils ont comme considération, tout ce qu'ils ont comme intelligence, comme expertise, pour que les choses avancent au profit de la population. Merci. Mais la même histoire sera peu clémente à l'endroit de ceux, non seulement ils sont en train de pratiquement de prolonger les narratifs de Rwandais, les narratifs du M23 de Kagame, mais aussi et surtout, ils sont en train de faire les jeux de l'ennemi. Parce que la dissension qu'il y a entre compatriotes profite naturellement à l'ennemi. Ok. Merci. Merci, honorable Francis Tchibalabala. Peut-être que quelqu'un à la maison peut dire honorable est en train de prêcher. Alors, Président Bob, je vous donne le mot de la fin. Je vous donne le mot de la fin. En France, quand il y a des problèmes, vous voyez tous les présidents, gauche, droite, tous ces gens-là se mettent ensemble pour trouver des solutions. Est-ce que vous, l'opposition congolaise, vous ne pouvez pas les faire parce que le pays est en feu quand même? C'est votre mot de la fin. C'est pourquoi il nous laisse ici. Je suis vraiment d'accord avec l'honorable dans ce qu'il a dit. Nous devrions parler d'une même voix. Mais pour parler d'une même voix, il y a quand même certaines conditions. Et je pense que le travail que les évêques sont en train de faire, c'est pour nous aider à parler d'une même voix. Tenez, le roi de Joseph Kabila arrive ici avec le Rwandais. Il a signé des accords avec le Rwandais. On ne connaît pas ces accords-là. Joseph Kabila prend le pouvoir pendant 18 ans. Il a signé des accords avec le Rwandais. On ne connaît pas ces accords-là. Félix arrive, ça fait maintenant 6 ans.
il a signé les accords. C'est on le septième accord-là. Mettons-nous autour d'une table, examinons tous ces accords-là. Les bons accords, on les garde. Les mauvais, on les met de côté. Ce n'est qu'après, on pourra se laver les mains. On se tient. Maintenant, parlons d'une même voix. Maintenant, s'il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale pour parler d'une même voix. Mais tant que ces conditions ne seront pas réunies, on lui dit que mettez-vous autour du président. Alors que quelque part, on se dit que lui aussi c'est un problème. Donc c'est lui le problème. Effectivement. On se dit que mettons-nous autour d'une table, discutons, lavons-nous les mains, réconcilions-nous, allons vers la cohésion. Vous ne voulez pas ça. Merci. C'est pourquoi nous, on soutient les évêques qui vont dans cette direction-là. Ils veulent mettre tous les enfants du Congo autour d'une table pour qu'on puisse laver le linge sale en famille. Merci. Et après, parler d'une même voix. Merci, Monsieur Bob Bolaboué. Maître Évariste Kalala, c'est votre mot de la fin. Vous êtes chargé des questions juridiques de l'UDPS, secrétaire national. Est-ce le président de la République ne fait pas un mauvais jeu? Il veut un gouvernement de l'Union nationale, mais selon ses conditions. Du moment que les autres ont aussi des reproches à lui faire, que c'est lui le problème, est-ce que ne peut pas changer le format pour que les autres rejoignent le bateau? Mais justement, quand il lui donne la responsabilité de changer le format, ils comprennent que c'est lui qui tient les rênes et que c'est lui le président de la République. Attention, il ne faut pas croire que parce que nous tendons la main, qu'il faut nous mettre sur le même pied d'égalité. C'est quelqu'un qui a reçu les suffrages de la population et ça le place dans une certaine position. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, j'aimerais inviter l'ensemble des opposants à avoir une approche holistique du problème. Parce que quand ils n'intègrent que leur frustration à eux, sans intégrer la menace qui pèse sur la RDC, ça va nous donner les petits caprices que nous sommes en train de subir là maintenant. Je vais aller plus loin. C'est naturel que nous, l'UDPS, nous trouvions cette attitude anormale. Parce que ce n'est pas une première. Le 21 novembre 1996, le président Étienne Tshisekedi, précision de taille à ses frais, fait le déplacement pour Cap-Martin. Il va voir le maréchal Mobutu, justement face à cette menace, la même menace d'aujourd'hui. L'UDPS n'avait posé aucune condition pour venir vers le pouvoir en place que nous combattions à cause de ses pratiques et de ses valeurs, justement pour apporter notre pierre à l'édifice et bloquer endiguer ce mal qui était en train de venir nous ronger. Malheureusement, le maréchal n'avait pas accueilli la main tendue de l'UDPS et aujourd'hui, on sait ce que ça a eu pour conséquence. Nous pensons que ceux qui pensent Congo et qui ont une approche holistique de la question vont faire ce qu'un Congolais de bonne qualité doit faire. Merci, Maître Évariste Kalala. Je précise que vous êtes secrétaire national chargé des questions juridiques de l'UDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Également, de l'autre côté, honorable Francis Chibalabala, élu de Tchangou, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait. Réclamé par l'opinion et vous avez répondu à cette invitation. Alors de l'autre côté, l'homme, les chouchous de la population congolaise, honorable Mike Mukebayi, au cadre de l'ensemble. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci au vice-président de la plateforme Lamuka, le professeur Bob Bolaboué, pour vos interventions très pertinentes. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Et puis je remercie mes co-débatteurs. Je pense que c'était à la hauteur parce que parfois, par rapport au-delà du débat, comment dirais-je, qui attaque en bas de la ceinture, mais là, ça a été bien. Donc c'est un débat républicain. Merci. Merci à vous également. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Votre émission est déjà en direct sur Communication Plus au Centre TV, sur YouTube, Delcast Télévision. La même émission va passer dans plus de 16 chaînes, 10e rue Télévision, BRT TV et tant d'autres. Ces grands plateaux étaient pour vous. Juste après, je reçois la vice-ministre honoraire du budget, Maître Ernestine Nyoka, présidente de CPD. Elle est déjà de l'autre côté et notre RDC est possible. Au revoir.
Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.